Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes à votre émission Le Tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. C'est un rendez-vous que vous pouvez également suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, le doyen des juges, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Un agenda unique et clair, la sauvegarde du peuple burkinabé et la refondation de la nation. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a décliné sa vision et ses ambitions. C'était dans son premier discours à la nation prononcé hier dans la soirée. Que retenir de cette allocution? En tout cas, c'est le sujet enrôlé pour cette convocation. Et pour décrypter cette actualité, nous aurons sur ce plateau des confrères en plus des juges. Nous aurons Boukari Ouoba, reporter au bimensuel Mutation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Khaled, bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Nous aurons également avec nous ce matin Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendre. Il va nous rejoindre dans un instant, mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Vaha, vous avez la parole. Oui, merci président. Moi je reviens sur l'avant-propos, c'est en lien aussi avec ce dont on va parler. Il y a la CEDEAO qui va se réunir dans peut-être 2 heures maximum en gros. Ce sera en visio, ça c'est sûr, pour se pencher sur le cas burkinabé, notamment avec le coup d'État donc, qui a été officialisé lundi. Et on se dit qu'il y aura forcément des sanctions qui seront prises, d'autant plus qu'on connaît un peu les positions de principe de cette CEDEAO relativement au coup d'État. On a vu la condamnation ferme du coup d'État. Maintenant, quel type de sanctions seront prises? C'est la grande question aujourd'hui. Mais je me dis aussi que le cas malien va achever aussi de contribuer à ce que la sanction ne soit pas lourde. Parce que je pense qu'il y a des leçons qu'ils sont en train de tirer, déjà de par la perception des peuples vis-à-vis des sanctions prises par les chefs d'État, et puis de leur caractère inopérant, parce qu'on a l'impression que ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que ça oblige quelquefois à cristalliser les attentions, et non seulement cela, à mettre un peu plutôt même derrière l'armée qui est au pouvoir, et donc derrière ceux qui pour beaucoup incarnent le type de changement qu'ils ont voulu à un moment donné. Et quand c'est comme ça, ça a plutôt l'effet inverse. Et je me dis que pour ce qui est du cas du Burkina, parce qu'on a eu la sortie aussi hier, on va en parler, parce que quand vous écoutez les discours, on sent qu'on a dévancé aussi la rencontre d'aujourd'hui. Et puis il y a quelques contenu du message qui devrait permettre, à mon avis aussi, si sanction il y a, qu'elle ne soit pas lourde. Mais dans tous les cas, nous, on va suivre ce qui sera dit, et puis on pourra décrypter cela ensemble. Et il reste donc à espérer qu'on n'ait pas la main ne soit pas si ferme concernant le Burkina, parce que la situation, on la connaît. Merci Juge Vaha. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble de lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Je l'ai dit, avec nous ce matin, nous aurons en tout cas des confrères pour nous aider à décrypter cette actualité-là. Le premier discours du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous aurons avec nous ce matin Boukari Ouoba, reporter au bimensuel Mutation, également Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendre. Alors on l'a dit, pour la première fois depuis sa prise de pouvoir, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé à la nation et également au monde entier. Il a égrené dans un discours d'une dizaine de minutes les principales raisons qui ont occasionné le coup d'État. Il a également dévoilé ses ambitions pour le Burkina Faso. Alors c'est un ton que beaucoup ont qualifié de très ferme, mais également de conciliant. Déjà, Juge Vaha, votre regard sur la forme de ce discours-là. Bon, c'est la première fois qu'on entend parler, donc tout ce qu'on peut avoir sur question de forme, c'est bon, ce qu'on partage du commun des mortels, c'est-à-dire l'impression peut-être d'un stress, et puis sentir que bon, il n'y a pas l'habitude de ce type d'exercice, c'est normal puisque c'est un militaire, et puis la forte respiration, je pense qu'il y a beaucoup qui ont pu le remarquer, mais ça c'est le poids aussi, quoi qu'on dise, de la pression du moment, parce que c'était le premier discours, et le moment était très attendu
attendu. Moi, j'ai fait exprès de pouvoir le suivre par chez moi ou au bureau. J'ai voulu sentir comment les Burkinabés le suivaient. C'était très attendu. Dès que ça a été annoncé, la plupart des Burkinabés se sont arrangés à être devant leur petit écran pour ceux qui le pouvaient, en tout cas pour pouvoir suivre ce discours-là. Donc, c'est clair que la pression va forcément avec. Donc, pour moi, la forme même, c'était pas trop ça le plus important. Mais, et puis, si en ce moment-là, on sent pas cette anxiété, on sent pas ce stress-là, ça veut dire qu'on prend pas toute la mesure du moment dans lequel on est. Pour moi, ça n'était que logique. Et puis, bon, le reste, c'est le contenu. D'accord. Ce que je crois. Alors, avant le contenu que nous allons décrypter, pour beaucoup, c'est un acte hautement symbolique. Première prise de parole, première déclaration, c'est aussi une manière de confirmer, sinon de dire qu'il est véritablement le nouvel homme fort du Burkina Faso. Ouoba. Oui, merci déjà pour l'invitation. Une fois de plus, bonjour à vos auditeurs, à vos téléspectateurs. On est là pour parler du discours du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Effectivement, il a fait ce premier discours-là hier qui était très attendu. Mais déjà, il faut dire que dans le timing, je crois que c'était bon. C'était bon que ce discours-là puisse arriver 72-48 heures après leur prise de pouvoir. Au-delà de ça, les Burkinabés allaient certainement commencer à réclamer effectivement cette prise de parole-là. Et ça allait être déjà peut-être un mauvais signe de départ parce que vous savez, les Burkinabés, comme on a eu souvent à le relever avec le pouvoir de Roch Marc Sankaboré, ils ne veulent pas que les choses traînent. Voilà. Et dans une situation d'urgence comme ça, il faut aller vite. Donc le fait déjà d'avoir tenu ce discours-là en 72h48 ou 96 heures après avoir mis de côté le pouvoir de Roch Marc Sankaboré, c'était très important. Maintenant, dans la forme comme Geoffroy l'a relevé, on a certainement senti effectivement l'émotion, c'est le poids de la responsabilité. Et c'était tout à fait normal, plus ou moins attendu, parce qu'il n'est pas forcément habitué à ce genre d'exercice. Et puis voilà, c'est tout de même la télé avec un prompteur, j'imagine. C'est pas aussi naturel que ça. Peut-être même j'aurais préféré qu'on puisse le voir avec ses papiers. C'est un discours lu et puis on le voit, c'est beaucoup plus naturel, vivant, c'est humain, avec la possibilité éventuellement qu'il puisse tituber sur une phrase et reprendre. Tout ça c'est humain, c'est naturel, mais avec le prompteur ça peut être d'une forme robotique, comme on l'a déjà vu avec tous les chefs d'État qui passent d'ailleurs. Voilà, il y a le côté avantage de ça aussi, le fait qu'on a déjà tout calé, parce que ça c'est le rendu que nous on a vu. On ne peut pas imaginer peut-être combien de fois il a dû reprendre, parce que c'est un discours qui a été enregistré, donc il y a tout ça, mais je pense que l'essentiel n'est pas à ce niveau. L'essentiel c'est dans le fond du discours, ce qu'il a dit, et puis peut-être pour la forme, je crois que ça va certainement s'améliorer avec le temps, mais actuellement ce qui importe le plus pour le Burkinabé, c'est qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il veut faire? Où est-ce qu'il compte nous amener? Est-ce qu'il a convaincu plus ou moins les Burkinabés? Est-ce que le discours était rassurant? Et à ce niveau, il y a quand même un certain motif de satisfaction. D'accord. Alors, vous avez rappelé tantôt le timing qui, selon vous, est bien calibré. Geoffroy l'a rappelé tantôt, il y a une mission de la CEDEAO qui est attendue à Ouagadougou. Un discours, sinon le premier, du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui tombe quelques heures avant, la veille. Est-ce que également, ce n'est pas un discours qui était adressé aux Burkinabés et surtout à la communauté internationale? Absolument. Je pense qu'il a calculé avec ça, parce que c'est même peut-être bien pour la CEDEAO aussi, parce qu'ils allaient à la limite juger quelqu'un sans l'avoir entendu. Jusque-là, on avait que la déclaration lue par l'autre, le capitaine Kader Ouedraogo, donc qui était comme une sorte de proclamation de prise de pouvoir. Donc le principal concerné même ne s'était pas encore prononcé, à part certainement les concertations qu'il a pu avoir avec certaines forces sociales. Donc à ce niveau, il a certainement eu à prendre la parole, mais à part ça, personne ne l'avait entendu officiellement et publiquement depuis qu'il
il a pris le pouvoir. Donc cette fois-ci c'est officiel, c'est public, tout le monde l'a entendu. On peut effectivement le juger déjà à partir de ce premier discours-là. Donc je pense qu'ils ont effectivement tenu compte du fait que la CEDEAO devait se réunir aujourd'hui en vidéoconférence. Donc je pense que ce discours-là c'est aussi peut-être sa mémoire en défense, sa plaidoirie, il fait preuve de sa bonne foi, de ses bonnes intentions, quitte à la CEDEAO maintenant de juger, de prendre les mesures qu'elle voudra bien prendre. D'accord. Alors, Juva, on s'attaque au fond du discours. Déjà, d'entrée de jeu, il précise, la prise de pouvoir n'a pas pour but de rétablir un quelconque ordre établi. C'est une précision qui vaut son pesant d'or. Oui, qui vaut son pesant d'or. Mais même avant d'y venir, quand on regarde, on écoute son discours, il commence, et ce qui est logique, par rappeler la situation dans laquelle le Burkina se trouve. Et ça aussi, il fallait s'y attendre en tant qu'homme de tenue qui arrive comme ça au pouvoir, c'est d'abord d'avoir une pensée à l'endroit de ceux qui sont tombés et qui sont blessés. Ça, on l'a dans le premier corps de son discours. Maintenant, lorsqu'il commence à aborder les choses de façon concrète, c'est là où je dis, on sent le timing aussi avec la rencontre de la CEDEAO. Expliquer pourquoi est-ce que cela est advenu. Il dit, ça, l'avènement du MPSR a été imposé par le cours des événements dans notre pays, fragilisé par tant d'événements et assailli de toutes parts par des groupes armés radicaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus, et ça c'est ce qu'on lit dans le discours, ils ne sont pas venus parce qu'ils avaient la soif d'un siège ou bien d'un fauteuil. Mais il y a un ensemble de conditions qui ont conduit à ce qu'on ne pouvait que faire cela pour sauver les choses. Pour moi, c'est pas seulement au peuple burkinabé. Le burkinabé, chaque matin, il s'y réveille dans la situation, ils savent ce que c'est, et ils savaient comment le pouvoir en place était déjà fragilisé. On a vu les marches qu'il y avait et tout. Il y a à rappeler le contexte dans lequel ils viennent, notamment à cette CEDEAO, qui aura à prendre des décisions dans quelques heures. Maintenant, vous parliez de la question de la restauration et de l'autre mot qu'on attendait, c'était il y avait restauration et sauvegarde. Sauvegarde. Je vous assure que depuis le début, tout le monde se posait la question de savoir on veut sauvegarder quoi et on veut restaurer quoi. Et tant qu'on n'avait pas le clair mot de cela, on se disait bon, il faut encore regarder. Maintenant, tout ce qu'on est en train de faire comme analyse, attention, on est face à un premier discours, donc une expression d'intention. Ça ne donne pas le gage que c'est ce qui sera fait, ou bien que la suite sera dans la droite ligne du discours et des promesses qui ont été faites. Mais au moins on regarde les intentions qui ont été exprimées. Et dans ces intentions, il y a la clarté de ce qu'il n'y a pas un engagement à faire revenir un ordre quelconque. Ça, beaucoup de Burkinabés en avaient peur. Parce que dans ceux qui applaudissaient le coup d'État, il y a beaucoup qui avaient dans leur tréfonds la volonté revancharde. On nous a chassés à un moment donné. Aujourd'hui, c'est vous qu'on chasse. Vous allez voir, on va régler. C'est pas une question de. C'est pas cette question-là. Maintenant, pour moi, le plus important pour les Burkinabés, c'était ça. C'est restaurer notre territoire national. Et je crois que dans le discours, il s'est attaché à le rappeler. Parce que ce qui a fait partir le président Roch Kaboré, c'est l'insuccès sur la question de la sécurité. C'est ça d'abord. Donc quand vous venez, parce que les choix qui sont faits pour une ordre domestique, tant en stratégie qu'en moyen mis, n'est pas conséquent, bon, c'est le minimum. C'est d'inverser cette tendance, tout comme les Burkinabés en avaient marre de voir l'évolution et le pourrissement. Et je pense que dans le discours, c'est ce qui est sorti de façon primaire. Et il le dit lui-même, il dit les indicateurs de mesure de la réalisation de cet agenda dont il a parlé demeureront le niveau de restauration de l'intégrité du territoire et la qualité des actions entreprises pour la refondation de notre nation. La question de la reconquête du territoire, là, ça, c'est quelque chose qui est primordial. Et je sais que si là-bas ça ne va pas, si on s'assoit, on entend encore parler de ils ont tapé ici, ils ont tapé ici, ils ont pris telle ville, ils ont pris telle ville, les gens vont se demander mais donc l'affaire là, c'était pas si facile que ça. Bien la solution n'était pas d'un coup de baguette magique. On sait que c'était pas d'un coup de baguette magique, mais c'est là-bas que la première mesure vraiment, la première jauge
pour les Burkinabés, ça sera ça. Et dans le discours, on a compris qu'ils en ont. En tout cas, ils savent que c'est le préalable. Alors, on a été rejoint par Inoussa Ouedraogo. Merci et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Première question, on l'a dit. Dans le fond, on attendait justement des actes, même des mots pour assurer le peuple burkinabé. Ils l'ont dit. L'avènement du MPSR, c'est pas pour rétablir quelconque ordre établi. Est-ce que justement ces mots vous ont rassuré? Parce que, comme on l'a dit, la dénomination justement de l'organe politique avait inquiété beaucoup de Burkinabés. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on parle de restauration, on pourrait penser à la restauration d'un ordre ancien ou à la restauration de personnes ou de personnalités politiques déchues de par le passé. Mais ils ont indiqué dans leur discours que la restauration dont il est question, c'est la restauration du territoire national. De ce point de vue, je pense que plusieurs Burkinabés ont dit certainement ouf. Voilà. Maintenant, le reste, c'est des discours. On en a beaucoup eu ces dernières années et c'est beaucoup plus les actions maintenant que les uns et les autres veulent voir. Les Burkinabés veulent voir la question sécuritaire s'améliorer et les questions de gouvernance également s'améliorer. Et sur ces terrains-là, je pense qu'ils ont donné des gages. Attendons de voir dans les jours et semaines à venir ce qu'ils vont proposer concrètement aux Burkinabés. Parce qu'effectivement, dans leur discours, on ne voit pas transparaître l'aspect orientation politique. Et donc il faut attendre de voir tout ça est bâti sur quoi, parce que quoi qu'on dise, sans théorie politique, il n'y a pas de pratique politique. Et de ce point de vue, je pense qu'on va attendre de voir quelle est leur orientation véritable et analyser sur la base de ce qu'on verra sur le terrain. D'accord. Alors, Boukari Ouba, c'est vrai que sur les raisons qui ont conduit à ce coup d'État, quand on écoute cette déclaration-là, il y a la dégradation de la situation sécuritaire. À ce niveau, en termes de propositions et ce qui a été dit, est-ce que vous sentez une vision, vous sentez une direction, un changement de paradigme? Oui, peut-être s'il y a changement de paradigme, c'est lorsqu'il affirme que aucun char, aucune arme ne peut être au-dessus de l'amour pour la patrie. Je ne sais pas si je le cite exactement, mais c'est plus ou moins ce que j'ai retenu. Il veut dire que ce n'est pas tant les moyens de combat matériels qui vont nous faire gagner la guerre. C'est notre conviction, c'est notre attachement à la patrie, c'est notre amour pour la patrie qui va faire que nous allons triompher. Donc c'est une forme de courage, d'appel au sacrifice, à l'engagement désintéressé, comme il le dit dans un autre passage. Et c'est en cela que nous pouvons restaurer donc l'intégrité territoriale. Autrement, à partir de ce discours-là, on ne peut pas dire exactement quels sont les moyens qui l'engagent tout de suite pour gagner le combat contre l'insécurité, mais déjà, on peut imaginer qu'ils vont essayer de mettre davantage les soldats à l'aise, parce que n'oublions pas que tout semble être parti d'une mutinerie, et aux premières heures de la mutinerie, des gens ont tenté de dire pourquoi est-ce que ces soldats-là étaient en train de tirer, et ils évoquaient la non prise en charge conséquente donc des soldats eux-mêmes d'abord, et puis de leurs ayants droit pour ceux qui tombent au front. Donc on évoquait entre autres aussi la question du directeur général des renseignements, ainsi de suite. Donc un certain nombre d'éléments quand même qu'ils pensent aujourd'hui ne permettent pas aux hommes sur le terrain de donner le maximum donc je pense que si ces revendications-là étaient fondées, si c'était réel, quoique ça pouvait, coup d'État, ça peut être qu'un alibi, mais dans le fond aussi, ça peut être des problèmes réels. Donc je pense qu'ils devront s'attaquer rapidement à cela et puis voir tout ce qu'il y a lieu de mettre en place pour pouvoir gagner cette guerre-là. Mais maintenant, ça, il ne faut pas se leurrer.
cette guerre-là ne se gagne pas du jour au lendemain. C'est là où certainement ils doivent avoir le discours, ils doivent pouvoir convaincre les gens sur ce qu'ils vont faire pour gagner la guerre, mais être réaliste, ne pas dire que c'est demain la fin du terrorisme, et espérer surtout que le scénario malien ne se reproduit pas au Burkina. On l'a vu en 2012 quand les Aya Sanogo venaient au pouvoir. Certainement la situation sécuritaire au Mali était déjà très préoccupante, mais quand on regarde de 2012 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué? Les choses sont allées de mal en pire. Le Mali a pratiquement disparu. Donc il faut que nos soldats, effectivement, qui ont décidé d'être à la fois au front et à Kosiam, parce qu'aujourd'hui les deux les appartiennent, c'est eux qui doivent être sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, et c'est eux encore qui sont à la plus haute responsabilité du pays, en tout cas à l'instant précis là. Donc ils ont toutes les cartes en main pour pouvoir gagner cette guerre-là, en tout cas montrer leur bonne foi. Donc à ce niveau-là, ils sont très attendus, et il faut qu'ils sachent que les Burkinabés vont les juger surtout prioritairement sur ce terrain, et je crois que le lieutenant-colonel lui-même l'a dit, c'est la priorité des priorités, la question sécuritaire. Alors juge Va, tantôt on a parlé un peu du ton du discours, le lieutenant-colonel Damiba qui met en garde ceux-là qui vont ramer à contre-courant, ceux qui justement vont travailler pour leur intérêt égoïste. Il a dit, ce sont ses termes, il sera intraitable. Alors, est-ce déjà des annonces sur la direction, notamment les questions de gestion des deniers publics, ou si vous voulez, une opération main propre bis? Bon, là-dessus, on ne peut pas comme ça dire que bon, ça sera ça. Peut-être c'est des mises en garde, parce que dans le discours, on va dans plus, il y a beaucoup de sentiments dedans. Maintenant, on va dans plusieurs éléments. C'est-à-dire, il y a l'explication de comment ils viennent, il y a la précision des mots qu'ils ont choisis, restauration et sauvegarde, et après ils reviennent sur des éléments clés. C'est-à-dire que dans ce qu'on a comme couche la population, il rappelle la ménagère, il parle de l'éleveur ou l'agriculteur. C'est-à-dire il essaie de ramasser et de ratisser assez large pour dire que tout le monde sera pris en compte. Il parle de l'engagement qui devait être notamment celui des forces armées, mais en même temps le caractère inspirant d'un nouvel ordre qu'on devrait donner, qui devrait rattacher tout le monde à une patrie. Mais en même temps, il y a le discours de la fermeté qui vient après. Lorsque le mot intraitable est donné, c'est comme pour dire attention, il y a des choses qu'on ne va pas laisser faire. Mais qu'est-ce qu'on ne laissera pas faire? Ce n'est pas dit clairement. On dit ceux qui ramèneront à contre-courant. Je pense que la partie, je pense que je vais la retrouver pour ne pas trahir. Parce que quand vous regardez, ceux qui viendront et parce qu'il a parlé d'intérêt personnel. On a vu on a eu une transition il n'y a pas si longtemps. Il y a beaucoup qui sont passés de rien à tout sous cette transition-là. Avec plus rien ne sera comme avant. Il y a beaucoup de membres d'organisations de la société civile qui ont apporté leur accompagnement et machin, mais quand vous regardez au fond, leur vie a tout bonnement changé du jour au lendemain. Était-ce pour des intérêts personnels ou bien ils y ont trouvé leur compte, mais en tout cas, ça a donné ce que ça a donné. Et ça, on l'a vu. Maintenant, peut-être que c'est des mises en garde qui concernent ce genre d'action, étant entendu que depuis quelques heures, je le disais pour sourire, depuis lundi, il y a tellement d'organisations de société civile qui sont constituées et réveillées pour accompagner, que c'est à se poser des questions. Ça nous rappelle un ordre ancien, là, celui d'une transition dans laquelle ces choses-là se sont passées et tout. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Ou bien c'est la rigueur dans la gestion sur laquelle il serait intraitable, des deniers publics et tout? On attend de voir le contenu de cela, mais ce qu'on a vu, c'est un contenant qui est celui d'une rigueur sur la question de l'intérêt qui devait être celui d'abord de la patrie et non celui des intérêts personnels. Et lorsque cela se verra être en opposition, il ne jouera pas avec. Maintenant, de quoi il parle précisément, on ne saura pas. Mais moi, je pense que ce qui m'a parlé dans son discours, en termes sur certains points, c'est la question de la patrie. Parce que n'oubliez pas
c'était un mois de février, c'était 2000. Attendez, je pense que je vais retrouver quand je préparais l'émission. C'était un mois de février. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, on était obligé au niveau de notre armée, c'était en février 2021. L'état-major était obligé de suspendre les traitements de demande de départ volontaire des forces armées. On est en guerre. On est dans une situation où d'abord, en homme, on n'est pas dans un confort. Mais tellement du fait d'un mauvais choix, les gens ont l'impression d'être de la chair à canon au front. C'est-à-dire les hommes commencent à fuir. Si ce n'est pas déserté, c'est courir venir demander pour des raisons personnelles que moi je veux quitter. Et on est obligé de mettre fin à ça. On ne traite plus ces dossiers. Pourquoi ? Parce qu'on sent que la peur a gagné. La peur a gagné les hommes. Et il n'y a plus une envie d'aller mourir pour des gens ou bien pour un ordre qui ne se soucie pas vraiment de la patrie. C'était ce qu'on avait comme sentiment, ce qui était le sentiment un peu partagé. Si ça ne change pas, parce que ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. C'est vrai qu'aujourd'hui ce sont des militaires qui sont là, mais il faut un sentiment nouveau à partager. Il faut une confiance à construire. Il faut qu'il y ait comment dire cela, il y ait. Parce que la guerre, elle ne se gagne pas seulement qu'avec des mots, elle se gagne avec un esprit fort, avec un sentiment fort, avec un idéal qu'il y a derrière. Et cet idéal-là qui conduit tout le monde, c'est la patrie et la façon de la maintenir. Si ça, on ne reconstruit pas, parce qu'il faut le reconstruire. Ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Parce que vous entendiez beaucoup dire, vous voulez construire alors que les gens sont assis à Ouaga ici. Et est-ce que nous sommes leur priorité ? Tout ce dont on entend parler, c'est scandale parce qu'ils devraient nous envoyer ça comme armement. Qualitativement, ce qu'on a après, ce n'est pas ce qu'on voulait. Et sur des questions de matériel aérien, il y a eu des discours, on a entendu parler de points de presse pour apporter des précisions et tout ça, ça n'a jamais eu lieu. Donc ça ne rassure pas, ça ne donne pas envie d'aller se sacrifier. Donc ça, c'est pas parce qu'ils sont là que ça va changer. Non, ça c'est un travail à faire. Et moi, dans son discours, quand il en parle, je dis ça c'est un bon point. Et ça leur incombe, c'est eux les militaires. Ils doivent reconstruire cela. Ils ont les moyens de reconstruire ça au sein de l'armée. Et puis, il y aura l'adhésion des populations qui viendra de façon naturelle. Parce que ça, il faut le dire, à un moment donné, on a beaucoup reculé. Parce que si celui qui a pour rôle, au péril de sa vie, de défendre la patrie, parce qu'il a décidé d'être le professionnel de l'arme, lorsqu'il commence à avoir peur et demander à tracer, comme le disent les communs des Burkinabés, c'est qu'il y avait un problème. Donc, on vient de loin, il y a beaucoup à faire. D'accord. Alors, Inoussa Ouedraogo, on parle d'un message qui a été fédérateur. En même temps, on s'est voulu ferme, on a parlé des mises en garde. Est-ce que vous avez perçu justement ce côté-là, cette fermeté, cette volonté de changer les choses ? En tout cas, on voit clairement qu'il y a la volonté de faire mieux que ce qu'on a vu par le passé. Mais il ne faut surtout pas commettre l'erreur de glisser de la fermeté à la dictature, parce que c'est pas loin. Et on peut aussi rapidement ne pas supporter les contradictions. Or, on est dans un processus où les contradictions vont naître naturellement. Des gens ne seront pas d'accord avec ces choix, mais comme il précise plus loin qu'il sera à l'écoute de tout le monde, on peut espérer effectivement qu'il peut s'inscrire dans le sens d'échanger, de discuter, d'écouter tous les acteurs et comprendre que même quand on est en contradiction, c'est surtout parce que on veut le bien de ce pays-là. Donc évidemment, oui à la fermeté, parce que ça manquait dans le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, et il est bien effectivement que pour rétablir l'ordre normal, il y ait un minimum de discipline, un minimum de rigueur et un minimum donc de fermeté. De ce point de vue, on peut comprendre. Mais tant que ce n'est pas pour restreindre les libertés, tant que ce n'est pas pour bâillonner qui que ce soit, évidemment, les uns et les autres peuvent accepter ce minimum de sacrifice-là, afin donc qu'on puisse atteindre le bonheur que nous voulons justement
notamment en ce qui concerne les questions de sécurité. D'accord. Alors l'autre axe important qu'on peut relever dans ce discours-là, c'est le fonctionnement de la justice. À ce niveau, le président du MPSR en tout cas, s'engage à travailler pour assurer et garantir l'indépendance de la justice et que tous les dossiers engagés vont être traités comme il se doit. C'est un engagement fort, Rouba. Absolument. Et il fallait qu'il dise un mot à propos de ça dans son discours, parce que ça fait déjà 2-3 jours le Burkinabé en parlait. La première des choses que les Burkinabés ont dit dès lors qu'ils ont pris le pouvoir, je crois, un peu même avant qu'ils fassent leur proclamation officielle, déjà on commençait à parler de la libération du général Gilbert Diendéré. Donc on les voit comme les bons petits du général qui ont pris le pouvoir, et naturellement la première des choses qu'ils ont à faire, c'est d'aller libérer leur maître. Donc je crois que cette information, à un moment donné, a refroidi certains Burkinabés qui étaient prêts à saluer effectivement la prise du pouvoir par les militaires, dont les gens étaient dans ce doute-là, en attendant de voir. Donc il fallait une clarification. Je crois qu'ils ont dit dans un premier temps faire un communiqué qui a été lu donc à la télévision nationale. Ensuite, il y a eu surtout la sortie du procureur militaire. Je crois que c'est ça qui a beaucoup plus rassuré, surtout que plus tard le procureur a même été bien précis en donnant une date de reprise donc de l'audience concernant le procès Thomas Sankara. Donc il était tout à fait normal que le lieutenant-colonel puisse faire cas de la justice, du fonctionnement de la justice dans son discours, dans ce premier discours-là. Et il le dit très bien, la justice va continuer à travailler de façon indépendante, donc les personnes qui ont reçu un mandat pour ça devront pouvoir travailler sans être inquiétées. Je crois que c'est des engagements qui certainement vont en droite ligne de ce que les populations des Burkinabés attendent. Maintenant, comme on le dit, tout ça c'est des discours, et on pense que c'est un militaire, c'est un officier. On va considérer que c'est sa parole d'officier, que c'est une parole d'honneur, parce que dès lors qu'il va commencer à faire le contraire, je crois que ce premier discours-là, il faut le garder comme véritablement un marqueur. Voilà, dès lors qu'il va commencer à s'écarter des engagements qu'il a pris dans ce premier discours-là, on pourrait déduire qu'il n'est pas venu avec de bonnes intentions, et que certainement l'intérêt national qu'il faut placer au-dessus de tout là, lui-même, il n'est pas forcément dans cette disposition d'esprit. Je crois qu'il doit lui-même chaque jour relier son premier discours là. Il doit chaque jour relier son discours là, qui est comme une sorte de discours d'auto-investiture. C'est peut-être quelque part comme son discours de politique générale, même s'il n'a pas cette occasion d'aller devant des représentants du peuple pour le lire et se faire investir. C'est son discours d'investiture. Donc il doit s'attacher à mettre en œuvre ce qu'il a promis dans ce discours-là. Donc je pense que de ce point de vue, aujourd'hui, on ne peut que prendre acte et lui donner donc ce crédit-là de bonne foi, en attendant de voir lui-même concrètement sur le terrain qu'est-ce qu'il fera pour que sa parole d'honneur, sa parole d'officier soit respectée. Alors Inoussa, l'autre engagement, c'est de travailler de façon inclusive, prendre en compte l'avis de toutes les forces vives du Burkina Faso. On pourrait dire que le ton a été donné justement avec les concertations qui ont été engagées avant ce discours, notamment avec le gouvernement déchu, les représentants des corps paramilitaires, les autorités religieuses. Un mot là-dessus? Oui, c'est bien d'échanger, de concerter tout le monde et d'expliquer véritablement les raisons pour lesquelles on a pris le pouvoir, mais il ne faut pas s'y attarder. Je pense que les problèmes sont connus, les préoccupations sont posées, il s'agit de résoudre les questions. Fondamentalement, je pense que les Burkinabés ont décidé de vouloir un nouvel ordre. Ils ont essayé avec l'insurrection, et puis ils sont allés rapidement aux élections, et ça a donné ce que ça a donné. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face, et ils ont dit un mot qui est fondamental aussi, c'est le fait qu'ils veulent refonder l'État. Cette refondation-là suppose qu'il faut vraiment reconstruire.
Et pour reconstruire, il faut avoir le courage de démolir ce qui était là, qui n'a pas marché. Et pour ça, oui, il faut concerter, mais il faut très rapidement aller sur le terrain pour travailler. Voilà, parce que les concertations, généralement, telles que nous les connaissons, on peut durer là-dedans, parce que tel acteur n'est pas d'accord, tel acteur n'est pas d'accord, mais à un moment donné, je pense qu'il faut trancher et puis avancer. C'est sur la base du travail que vous allez faire que vous serez jugé, et non pas sur la base des intentions. Vous savez pourquoi vous avez pris vos responsabilités, alors mettez-vous au travail. Oui à la concertation, oui, mais de grâce, le plus important, c'est les actions que les Burkinabés attendent. Et quelque chose de fondamental aussi, c'est de ne pas justement se laisser divertir. Parce que les hommes politiques aussi, on les connaît. On sait quelles sont les intentions, on sait quelles sont les préoccupations. Ils n'ont pas hésité au moment où ce pays était en danger de dire qu'il faut organiser coûte que coûte les élections, même si c'est sur 50% du territoire. Et ça montre clairement que nos hommes politiques sont souvent préoccupés que par des élections. Et si on va aller dans ce sens véritablement, je crains fort qu'effectivement, on ne résolve pas les problèmes dans le fond et qu'on ne tire pas enseignement aussi de ce que nous avons connu de par le passé. Et ça sera dommage pour le Burkina. Il y a des débats de fond qui devaient être posés sur la place publique, sur lesquels nous devons discuter. Et ça, c'est très fondamental. Et si discussion il doit y avoir, ça doit être justement sur ces questions de fond, de comment les questions de souveraineté, les questions de reconstruction d'un Burkina qui va faire en sorte qu'on ne soit plus là à répéter de façon cyclique les mêmes choses. Parce que depuis 1960, c'est toujours comme ça. L'armée est obligée de s'inviter dans le jeu politique, c'est des compétitions électorales qui préoccupent les gens, les questions de fond qui prennent en charge les populations pour qu'ils vivent dans la dignité, les questions d'éducation, de santé, définies par nous-mêmes, orientées par nous-mêmes là. Ça, ce sont des questions de fond que nous devons aujourd'hui poser et les résoudre de façon définitive. D'accord. Alors, l'autre question que beaucoup attendaient certainement réponse avec ce discours, c'est notamment la feuille de route et le chronogramme qui va être mis en route pour justement revenir à un ordre constitutionnel normal. Alors, après avoir écouté ce discours-là, est-ce que vous avez eu des éléments de réponse ? Non, le seul élément de réponse qu'on a eu, c'est lorsque les conditions seront réunies, selon les échéances que notre peuple aura souverainement définies, je m'engage à un retour à une vie constitutionnelle normale. Bon, je crois que ça, il n'y a pas de délai. Lorsque les conditions seront réunies. Lorsque les conditions seront réunies, c'est un bon flou. Hein. Maintenant, il y a ce qui est, vous savez, en la matière, il y a ce qui est invoqué. Le mot peuple, ça revient tout le temps. Parce que c'est au nom du peuple que tout se fait et on pense avoir la légitimité de continuer de faire ceci ou de faire cela. Alors qu'on sait aussi, quand on dit peuple, regardez à côté Mali, on peut dire qu'aux Maliens, il y a des sanctions qui ne sont pas, qui ne sont pas responsables vis-à-vis d'une communauté internationale en tout cas. Mais au fond aussi, regardez, ils ont fait des assises nationales, il y a beaucoup qui étaient restés sur le bas-côté, mais ça a été présenté comme étant la proposition consensuelle. Alors que, il y a beaucoup qui ont été exclus. Deuxièmement, de ce qui ressort, c'est pas 5 ans, c'est 6 mois à 5 ans. On a pris ce qui arrange, on allait proposer, on est dans des problèmes. Mais on l'a proposé au nom de qui ? Du peuple malien. Et maintenant, ce sont des sanctions qui fédèrent. C'est-à-dire, dans la douleur, tout le monde se sent solidaire. Mais au fond, il y a un débat qu'ils doivent mener sur la question de la transition. Les Maliens ne sont pas forcément d'accord pour que ça se passe en 5 ans. Donc, je veux dire, les questions peuple, au nom de là, ça, c'est souvent de gros pièges. Mais je suis d'accord aussi qu'il faut faire attention. Parce que rentrer dans des délais très rapidement, après ça devient des fois contre-productif. Notre démocratie électoraliste, là, ça nous amène quelquefois à des éléments qui sont difficiles. Parce qu'on a un indicateur, tant que des élections se font, ça veut dire qu'on est en démocratie. Mais non, je parlais de coups d'État électoraux, où à un moment donné, il y a élection, mais celui qui est là, il sera renversé dans pas longtemps par la rue, parce que la majeure partie des gens n'ont pas participé au processus qu'il a désigné.
Et ça rattrape après. Donc, je crois qu'il faut bien faire les choses. Ne pas se retrouver aussi dans le piège d'une transition qu'on a connue il n'y a pas si longtemps, où, quand vous regardez, il y a eu comme un boulevard pour qu'un régime s'installe. Ça aussi, c'était une réalité. Donc, il faut bien faire les choses, mais dans un délai raisonnable. Et c'est vrai qu'on ne va pas se dire que non, parce qu'il faut être sûr, hein, dans quelques heures, il y aura la lettre donnée de ce qu'il faille donner une feuille de route claire et dans un temps clairement limité pour qu'on revienne à un autre qui soit normal, parce qu'il faut y revenir. Le pouvoir, là, c'est doux pour tout le monde. Quand on s'assoit, il y a quelque chose d'enivrant et il n'y a pas, c'est doux pour tout le monde. Donc il faut des garde-fous, il ne faudrait pas que ça dure éternellement, mais il faudrait que pendant ce temps, c'est ça la question de la refondation, les problèmes de fond là, on prenne le temps de le mettre, de vraiment les travailler, parce que c'est l'opportunité, et le mot avait été choisi hier, c'est une opportunité. Mais une opportunité, ça se saisit. Maintenant, les intérêts pourraient compromettre l'opportunité qui est donnée et le moment de pouvoir élaguer un certain nombre d'éléments, régler les avatars qui nous ont conduits dans cette situation. On peut les régler, on peut le faire pour peu qu'il y ait de la bonne volonté de tous. Mais il y a des gens dont il ne faut pas exiger plus que ça. Tout à l'heure, je suis d'accord avec Inoussa qui parlait de nos hommes politiques et de notre classe politique. Et regardez, ce qui a été de leur intérêt, c'était des élections. C'est ça leur moment, c'est ça qui les intéresse, dans la souffrance dans laquelle on était. Mais aujourd'hui, ne pensez pas que les choses vont changer. Les intérêts continuent et pour chacun, voilà, on y tient et ce sera comme ça. Mais on espère que dans ce petit laps de temps-là, en tout cas dans ce temps-là, qu'on puisse adresser les bonnes questions et puis les traiter comme il se doit, pas comme sous une transition récente. D'accord. Alors, Oba, pour ce qui est du chronogramme, les militaires décident de laisser la responsabilité aux civils, en tout cas au peuple, voilà, de définir librement le chronogramme qu'il faut au regard de ce qu'on a comme enjeu, parce que la mission, c'est aller vers une refondation. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'acheminer vers le cas malien où on ira vers des assises nationales de la refondation avec tout ce que ça a comporté comme enjeu et délicatesse? Votre regard là-dessus? Non, déjà, je pense qu'ils n'ont pas dit véritablement qu'ils vont laisser librement la population, bien le peuple définir le chronogramme. Ils disent qu'on va arrêter ça de façon consensuelle, ce qui veut dire qu'ils ne s'asseyent pas et puis nous disent décider d'un délai et puis nous on va entrer dans vos délais. Je prends ils veulent dire qu'ensemble, d'accord. C'est dit dans le discours les échéances que notre peuple aura souverainement définies. Cela veut dire que le dernier mot reviendra au peuple. Et y compris. Je pense qu'en disant ça, ils ne s'excluent pas, mais enfin, on souhaiterait qu'effectivement ils puissent se soumettre à la majorité, si cette majorité ne concorde pas, ne coïncide pas forcément avec leur volonté à eux, qu'ils puissent reconnaître, comme ils l'ont dit dans leur discours, que c'est le peuple qui a le dernier mot et donc accepter donc se soumettre à cela. Mais quand vous écoutez ça, vous voyez justement qu'il n'y a pas d'indication en termes de délai. Je crois que ce qui va l'emporter, c'est un peu l'opinion, comme on le sent déjà. Le malheur, ou en tout cas le piège dans lequel on se trouve, c'est que nous sortons d'une transition il y a 5 ans, 6 ans, en 2014-2015, nous étions en transition. On a fait une transition de 1 an. On a même bataillé pour avoir ces 1 an de transition. Pour la CEDEAO, je pense qu'en 3 mois, 6 mois, si l'ordre constitutionnel a été interrompu, on peut revenir à l'ordre constitutionnel en organisant des élections dans un délai de 3 mois, 6 mois. On a dû batailler pour avoir même les 12 mois en 2015. Au bout de 12 mois, on a effectivement élu un pouvoir que tout le monde a applaudi, démocratiquement élu, qui est venu. Au bout de 6 ans, ce pouvoir-là est renversé. Comme il nous a parlé tout à l'heure de perpétuer le recommencement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un perpétuel recommencement si en 2022 le Burkina décide de faire encore une transition de 12 mois? On a l'impression qu'on va encore élire un pouvoir démocratiquement élu et il y aura passation de pouvoir et personne ne peut gager que sur un délai de un mandat, dont 5 ans et un peu plus, voilà, que la personne ne va pas être renversée.
D'autant plus que, comme on est en train de le dire, la question sécurité, le front là, ça détermine. Donc je crois que véritablement aujourd'hui, c'est ça qui fait que les Burkinabés semblent dire, écoutez, ils sont pratiquement prêts à donner carte blanche à ces militaires-là, pourvu qu'ils puissent effectivement nous ramener la paix, nous ramener la sécurité, le temps que cela pourra prendre. On espère que ça ne va pas être une éternité. Moi, personnellement, je ne suis pas prêt pour une transition ad vitam aeternam. Ce n'est pas possible. Donc, il faut bien qu'on puisse définir effectivement des délais de transition dans lesquels nous allons travailler à aller au-delà de ce qu'on a pu faire en 2015. Parce qu'effectivement, il parle de refondation. La refondation, pour moi, il ne s'agit pas de faire comme en 2015, on a dit non, il faut poser les bases et puis le pouvoir qui va venir va mettre en route, va mettre en œuvre. Mais on a effectivement défini des bases d'une certaine refondation de Burkina Faso. En 2015, on l'a fait. Le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré a mis en œuvre quoi? Rien, absolument rien. Il y a un rapport qui a été produit par la commission des réformes. Et ce rapport-là existe. C'est un document formidable. Mais rien n'a été mis en œuvre. Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être pour aller vite déjà, c'est de reprendre ce rapport-là, de cette commission, de peut-être le remettre à jour, parce que peut-être on a eu de nouveaux défis qui sont apparus entre-temps, entre 2015 et 2022, qui n'ont pas été pris en compte donc, au moment où on élaborait ce rapport-là. C'est de le remettre à jour et que l'essentiel, ce n'est plus de s'asseoir, de discuter à longueur de journée, plusieurs semaines, des mois de discussion dans une commission pour voir quelles sont les priorités. Non, les priorités sont connues. Donc c'est d'aller directement à la mise en œuvre, ne pas se dire qu'on va poser des barres pour qu'un régime démocratiquement élu vienne mettre en œuvre. Les régimes démocratiquement élus viennent, ils ne mettent rien en œuvre, à commencer par la constitution de la 5e République qu'on a voulu adopter. On a rédigé dans ce pays-là, en l'espace d'une année, là, au moins 2 ou 3 constitutions. Il y a ce que le CNT même avait proposé, il y a ce que la commission a proposé. On a tellement de projets de constitution. Aucune constitution n'a été adoptée. On est resté depuis là sous cette 4e république qu'on appelle la république de Blaise Compaoré. Donc aujourd'hui, on a des textes, on a des rapports. Il faut aller à la mise en œuvre, commencer à mettre en œuvre quelque chose progressivement au lieu de rester toujours dans la discussion. On va faire pratiquement une refondation. Comment je vais dire, sur des papiers, parce que vous écrivez votre refondation et vous ne mettez pas en œuvre la refondation. C'est comme si vous voyez un architecte qui vous dessine votre infrastructure, votre bâtiment, et puis vous prenez, vous regardez, vous dites vraiment c'est très bien là, l'architecte l'a bien travaillé, et puis vous rangez ça dans votre tiroir. Aujourd'hui, on a effectivement des schémas. Il faut commencer effectivement à construire, à bâtir cette refondation-là. Alors, Inoussa Ouba l'a dit, il faut définir très rapidement des délais réalistes au regard de ce qu'on a comme enjeu et tenant compte du contexte. Mais pour beaucoup, pour ironiser en parlant de ce discours-là, estime qu'il a le mérite d'être suffisamment clair et flou à la fois. En tout cas, sur le chronogramme. Oui, sur le chronogramme, ce n'est pas précisé. Il a indiqué qu'il allait laisser la souveraineté au peuple de décider. C'est vrai que quand on dit souveraineté au peuple, c'est vague, mais il est clair qu'il semble s'adresser surtout à la communauté internationale, notamment à la CEDEAO, qui s'est fait passer maître dans l'art d'imposer en tout cas des délais assez précis, assez courts, comme si le plus important pour nos peuples, ce sont les élections. Je pense que la démocratie est au service des populations, ce n'est pas l'inverse. Et donc, les élections, ce n'est pas un tout, ce n'est qu'un processus. Le plus important, c'est le bien-être des populations. Le plus important, c'est que nous soyons en phase avec nous-mêmes. Je pense que peut-être qu'ils ont eu peur des mots au regard justement de l'histoire de ce pays, mais moi j'ai la faiblesse de croire que ce dont nous avons besoin, c'est véritablement de révolution. Révolution politique, révolution économique, révolution sociale et culturelle.
Nous avons besoin de ça pour refonder véritablement, donner l'orientation en se basant justement sur nos propres valeurs à nous, sur ce que nos populations veulent dans leur tréfonds, et non pas ce qui est imposé comme dogme, comme vision, comme méthode, aussi bien par des organisations internationales que par des puissances et des choses donc qui ne vont pas forcément avec les réalités de nos populations. Donc il s'agit de revoir tout, même nos institutions. Il faut reconstruire des institutions qui répondent aux préoccupations de nos populations. Parce que tout ce que nous devons faire aujourd'hui doit être au cœur de la volonté de nos peuples. Sinon, on va être dans le perpétuel recommencement, comme je l'avais dit. Parce que aujourd'hui, la révolution est posée comme problème à résoudre. Ce n'est pas seulement une question de volonté des populations. Donc il faut avoir le courage d'adresser ces questions-là. Sinon, le risque, c'est qu'effectivement, on se précipite, on colmate les brèches pour aller vers des élections, et puis dans 5 ans, on soit à la case départ parce que les organismes, les institutions et les problèmes qu'on aurait posés sur la table et résolus ne répondent pas fondamentalement à la vision et aux besoins de nos populations. Donc, pour moi, il faut véritablement qu'on soit à l'écoute du peuple et qu'on adoucisse les misères de nos populations, les souffrances de nos populations. Et ça, comment on les résout? C'est en se parlant, et nous savons exactement ce qu'il faut faire. Mais si on laisse là à tergiverser, à répondre à des volontés qui ne sont pas les nôtres, nous allons être dans un perpétuel recommencement. Donc il faut regarder les questions en face. Au-delà des questions sécuritaires qui sont des préoccupations fondamentales aujourd'hui, il y a d'autres besoins nécessaires qu'il faut poser et trouver des solutions. D'accord, on l'a dit, c'est un discours, ce sont des projections, ce sont des intentions. Déjà, juge Ouaha, est-ce que c'est un discours qui vous rassure? Ça sera la dernière question. Bon, ce qui va rassurer, c'est beaucoup plus les actes. Et j'ai dit, aujourd'hui, on est dans les intentions. Et bon, les poussées d'intention, c'est pas ça qui est important, c'est plutôt la lecture des actes qui seront posés. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose que je partage de façon fondamentale dans le discours qui a été donné hier, et je rappelle le mot, c'est où il dit les indicateurs de mesure de la réalisation de cet agenda, donc de ces promesses-là, demeureront le niveau de restauration de l'intégrité du territoire et la qualité des actions entreprises pour la refondation de notre nation. La question de l'intégrité du territoire, je pense que là, ça sera non négociable pour les Burkinabés aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'ils ont réclamé à Roch Kaboré, au président Roch Kaboré. C'est ce qu'ils lui ont réclamé. Et c'est ça qui a fait son départ. Donc, si vous venez en solution. Et donc là-dessus, je pense que de la même façon, il dit qu'il sera intraitable sur ceux qui viendraient avec des intérêts personnels. Je suis sûr que le peuple dont il parle sera aussi intraitable tant qu'il n'y aura pas une inversion de tendance sur ce chapitre-là. Parce que là est la souffrance de la plupart des pays où vous voyez des mécontentements, des remous et des renversements de régime. Je prends le cas du Mali, c'est pareil. C'est la question sécurité qui est au fond. Et c'est une opportunité pour la question de la refondation de la nation. Mais le premier problème, ça sera la question sécurité. Et là, ils seront attendus là-dessus. Parce que c'est des militaires. Et avant, il disait la stratégie n'est pas bonne, les moyens ne sont pas adéquats. Mais c'est vous qui avez les manettes. C'est vous qui décidez. C'est vous qui implémentez. C'est vous qui êtes là. Donc si ça ne marche pas, les gens seront intraitables. Même question pour vous, Oba. Est-ce que vous êtes retrouvé dans ce discours au final quand on analyse et quand on décrypte ce qu'il y a comme contenu? Oui, tant que c'est le discours, pour le moment, on le prend comme ça. On va tous dire la même chose. Ce qui va l'emporter, c'est les actions. Et là où je vais surtout les interpeller, c'est d'être au quotidien dans l'action, surtout après le discours. Il ne faut pas qu'il y ait une sorte de relâchement. Qu'est-ce que j'appelle le relâchement? Vous voyez tout de suite, 25 novembre, quand le président Roch Marc Christian Kaboré fait son discours, on a senti dedans qu'il y avait des annonces importantes, des choses qui devraient être faites. Mais
2 mois après, le président Roch Marc Christian Kabore n'avait encore posé aucun acte majeur, fondamental, concret par rapport à ce qu'il a annoncé le 25 novembre. Son premier ministre qui a été nommé avec, j'allais dire, beaucoup d'espoir, parce que des gens ont regardé le monsieur avec son CV et tout, on a dit, bon, ça semble aller, voilà, ça devrait donner quelque chose. Mais on n'a pas vu d'acte concret posé par le Premier ministre. Même après son discours d'investiture à l'Assemblée nationale, à part une sortie qu'il a effectuée, je ne sais pas si c'est à Tougon ou quelque part, après plus rien. Jusqu'aux événements des 23-24 janvier, le Premier ministre avait disparu. Donc il ne faut pas relâcher. S'ils ont tenu un discours hier 27 janvier, c'est bien ça. Il faut que dans un délai, tous les 96 heures ou à moins une fois par semaine, qu'on puisse avoir une annonce importante, qu'on puisse avoir un acte important qui est posé. Parce que le temps va vite. Et aujourd'hui, on doit courir vers le temps, surtout l'instauration de l'intégrité territoriale, là, ça doit se compter à la seconde. Donc pour cela, on a besoin de poser des actes dans des timings. Ça doit être vraiment tac, tac, tac. Mais là, si après le discours, on fait une semaine et qu'on n'a rien observé d'actes majeurs ou même d'annonces importantes, ça veut dire qu'on est en train progressivement de nous rendormir, comme on le disait à propos de Roch Marc Christian Kabore qui dormait au milieu d'un grand feu. Et je crois que ceux-là, il faut qu'ils restent dans l'action tous les jours. D'accord. Alors Inoussa, on l'a dit, c'est le premier discours, le discours qui doit décliner la vision. Au regard de ce qu'on a dit, est-ce que justement l'enjeu, sinon le contenu, était à la hauteur des attentes? En tout cas, rarement les Burkinabés ont apprécié ces dernières années-là un discours comme ils l'ont fait pour ce qui concerne celui du président Damiba. Mais le plus important, ce n'est pas les discours. Le plus important, ce serait les actions. Donc c'est au pied du mur qu'on va les attendre. Et il est très important justement qu'à ce stade-là, on soit regardant sur les différents pas qu'ils vont poser. Et très rapidement, je pense que ce serait bien qu'on sache finalement qui compose ce mouvement. Voilà, parce que là, jusque-là, on n'a qu'un seul visage, on n'a qu'un seul nom pratiquement. Ce serait bien d'avoir la composition dans les jours à venir de ceux qui composent ces structures pour voir ensuite là où ils veulent aller véritablement. Mais c'est déjà une bonne chose qu'on ait eu ce discours qui rassure les populations. C'est un bon point et je suis d'accord avec Ouba qu'il ne faut pas laisser refroidir le fer, il faut le battre pendant qu'il est chaud, parce que les Burkinabés ont beaucoup d'attentes qu'il faut satisfaire rapidement. Et bien évidemment, on n'est pas dupe, on sait que la question sécuritaire ne serait pas résolue du jour au lendemain, mais il y a des actions fortes qui rassurent et qui peuvent amener le peuple à accompagner véritablement ces hommes-là qui ont la volonté de faire bouger les lignes. Décryptage du premier discours du lieutenant-colonel Damiba, c'était le seul sujet retenu pour la présente convocation. Et pour le décryptage, nous avons eu sur ce plateau Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendré. Merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Merci également à Boukari Ouba, reporter au bimensuel Mutation, qui a donné sa lecture sur cette dernière actualité. Merci aussi au doyen des juges Geoffroy Var. On se donne rendez-vous lundi pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.